Bienvenue Naïla Tazi. Bonjour Rachid. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Merci, c'est toujours un plaisir d'être dans cette émission. Plaisir partagé Naïla Tazi. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, président de la Fédération des industries culturelles et créatives, et également parlementaire pour la CGEM, tout à fait. La Chambre des conseillers. Oui. Parce que parfois il y en a qui ont tendance à oublier. Se dire, ouais, mais Naïla, non, en fait, elle a fait les frais d'eux, et puis en fait, elle est plus, mais en fait, vous l'êtes toujours. Effectivement, c'est peut-être important aussi nous sommes élus pour 6 ans, donc jusqu'à 2021, un mandat de 6 ans, et lorsqu'il y avait eu ce qu'on appelle une affaire autour de ma place au niveau de la Chambre des conseillers, du bureau de la Chambre des conseillers, certaines personnes ont pensé que je n'étais plus parlementaire. En fait, je ne suis plus vice-présidente de la Chambre des conseillers, mais je suis toujours parlementaire au nom de la CGEM. À la chambre des conseillers. Tout à fait. Voilà, donc on va, qu'il y ait remaniement ou pas dans les prochains jours, de toute façon, vous ne serez pas touché non plus. Vous resterez parlementaire, parlementaire jusqu'en 2021. Tout à fait. On va parler de culture, bien sûr, parce qu'il y a les assises de l'industrie culturelle et créative qui vont se dérouler ce week-end à Rabat. C'est bien ça? Les premières assises des industries culturelles et créatives. Je précise bien parce que parfois on dit c'est les premières assises de la culture. Non, ce sont les premières assises des industries. Il y a déjà eu les assises de la culture, il y a déjà eu les états généraux de la culture. Oui, tout à fait. Voilà, on va revenir aussi sur ces enjeux-là. Il y a une nuance. Après, il y a aussi, parce que vous êtes citoyenne marocaine, engagée, vous êtes femme, et que vous êtes une citoyenne très avertie. L'actualité, elle est aussi dominée par des débats sur les libertés individuelles, l'affaire entre guillemets privée, mais c'est une affaire qui est aujourd'hui rendue publique, d'Ajara Ressouni. Je sais que vous avez pris position dans des médias suite à la condamnation. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, par rapport à cela, est-ce que Naïla Tazi, femme de culture aussi, femme et femme de culture, se sent affectée, se sent bouleversée, se sent... voilà. Écoutez, moi, ce que j'ai déclaré... un hebdomadaire de la place, à chaud, après avoir pris connaissance du verdict, c'est que d'abord c'est une affaire qui est très éprouvante pour la société marocaine, parce que c'est une affaire qui met à mal nos valeurs, notre projet sociétal, ce que nous voulons être, c'est notre image. Notre image dans le monde, c'est absolument épouvantable de voir comment on relaye l'image de la société marocaine comme étant celle d'un pays qui permet qu'une femme se retrouve condamnée à faire 1 an de prison parce qu'elle a décidé de ne pas poursuivre une grossesse. Ce qui reste encore à prouver, apparemment, au regard des débats entre les deux parties. Bon, maintenant, c'est une question qui est très sensible parce que nous avons des lois. Et nous avons un pays qui mène des réformes, dont l'indépendance de la justice, l'indépendance du parquet, toutes ces questions-là qui sont fondamentales et avec lesquelles nous devons apprendre à vivre. Donc ma position sur ce sujet, elle est très claire, elle est de dire nous avons des lois que nous devons revoir. Parce que des lois qui permettent qu'on enferme une femme pour une telle raison... Il y a une double raison. Il y a les chefs d'inculpation, c'est des relations sexuelles hors mariage, et 2, accusés pour avortement illégal. Voilà. Donc c'est les deux en fait. Ce sont 2 motifs sur lesquels les Marocains doivent être amenés aujourd'hui à débattre et faire un choix. Parce que, évidemment, il y a une part de la société qui est très conservatrice, qui peut considérer que ces questions-là ne doivent pas évoluer. Nous avons des lois qui, notamment sur ces questions-là, qui remontent à l'époque du protectorat. Donc, le code pénal, il est amené à subir des modifications régulièrement sur un certain nombre de sujets, mais sur des débats de fond comme ça qui traversent la société, qui divisent la société, nous devons définitivement arriver à ouvrir un débat et prendre position, nous les parlementaires, en tout cas, toute sensibilité confondue. Aujourd'hui, est-ce que toute la responsabilité incombe aux politiques, aux décideurs politiques, aux parlementaires, ceux qui votent les lois? La responsabilité incombe à tout le monde. Aux populations, aux médias. La responsabilité incombe à tout le monde. Lorsqu'on parle, vous savez, c'est toujours les débats sociétaux qui sont au cœur des polémiques. Parce que c'est là que ça se passe. C'est là où on fait évoluer les lignes, c'est là où on construit notre projet de société. Mais tout est lié. Tout est lié. Vous savez, quand on renvoie une image de notre pays qui est extrêmement douloureuse et qu'on essaie de la construire de l'autre sur un certain nombre de valeurs, à un moment donné, il faut trouver une logique.
Mais en même temps, on aussi, peut pas dire tout et son contraire. Si on veut tout aligner, il faut bosser aussi en interne et faire en sorte que Tout on à soit fait. pas Donc, toujours à l'abri de faits divers ou d'affaires qui se répètent de plus en plus d'ailleurs depuis Oui. quelques années. Donc tout le monde a sa part de responsabilité, tout le monde doit contribuer au débat, tout le monde doit prendre position sur ces questions-là. Comment on veut faire? Vous savez, les parlementaires, ils ont une responsabilité évidemment qui est de faire changer les lois, mais aussi il faut que la société civile, toute la société civile, parce qu'heureusement qu'il y a une part de la société civile qui est un tissu extrêmement important au Maroc, et Dieu sait que moi je l'ai vécu au moment où j'ai été portée et défendue sur des sujets importants concernant par exemple la place de la femme dans les instances dans les instances de notre pays. Mais les parlementaires, il faut les soutenir, il faut les encourager, il faut les alimenter. Il faut les solliciter. Ouais, mais a priori, ils n'ont pas trop envie de se prononcer. Vous avez vu qu'ils devaient proposer les amendements pour la révision de ces fameux articles du Code pénal avant le 20 septembre. Ils l'ont pas fait. Là, il y a une commission qui est présidée d'ailleurs par Moustapha Hamid, justice et législation, qui doit recueillir ces amendements, qui doit plancher entre les différents membres de cette commission. Ouais, ils n'ont pas l'air de se bousculer. Ça n'a pas l'air de. Ah bah écoutez, ça, il faut faire tout le travail de pression et de sensibilisation. Donc il faut pas lâcher. Faut se mobiliser. Personne ne doit lâcher, ni les médias, ni la société civile, ni tous les citoyens dans leur ensemble. Ça nous concerne tous. Donc à un moment donné, la loi elle est là et quand elle est là, elle s'applique à tous. Donc il faut qu'aussi on soit tous plus ou moins d'accord. Oui, sur ces lois. Mais donc, après, il faut pas. S'il y a des points de désaccord, quand on voit un petit peu sur les réseaux sociaux les débats violents, hein, il y a beaucoup de violence d'ailleurs qui est utilisée. Vous savez, Rachid, la question elle est simple. Oui. Il y a une loi, elle est appliquée. Est-ce que on veut faire changer cette loi pour ne plus avoir à vivre ce genre de situation? Et là, on se retrouve tous face à la même interrogation, quelle que soit notre sensibilité politique et quels que soient nos courants d'idées. Parce que la loi, quand elle est là, elle s'applique. Et si elle ne nous convient pas, il faut qu'on la change. Sinon, elle s'applique à tout le monde. Même si elle ne plaît pas à tout le monde. C'est ça, en fait. Évidemment qu'elle ne plaît pas à tout le monde. Et donc là, du coup, vous êtes favorable à ce qu'il y ait du courage politique qui soit exprimé sur ce sujet-là, en tout cas. Bien sûr. Parce qu'il faudra du courage politique. Bien sûr, parce que il faut aller au fond des sujets, il faut débattre de ces questions-là. Il faut trouver aussi une manière de légiférer qui corresponde à notre société, à nos valeurs, à notre pays, mais aussi à la dynamique dans laquelle s'inscrit notre pays dans sa globalité. Nous sommes aujourd'hui en 2019, nous vivons une époque. Nous avons des ambitions dans ce pays. Nous construisons un projet de société qui s'inscrit dans un projet mondial. Il faut qu'on ait une photo globale et qu'on se dise qu'il faut qu'on trouve les lignes qui nous correspondent. Cette vision que vous avez, en fait, je vois que vous êtes habité par cela, d'universalité, universalisme, elle n'est pas forcément partagée par le plus grand nombre. Tout à fait. Évidemment, tout le monde ne sera pas toujours d'accord sur tout, mais il faut qu'on fasse des choix qui soient assumés par le plus grand nombre. Il faut que les gens s'expriment. Aussi, il y a une partie de l'élite économique qui doit s'exprimer sur des sujets sociétaux. Parce qu'ils sont directement concernés. Ils peuvent pas, oui, moi je le dis, je l'assume. Je suis une élue de la CGEM, je suis une militante au sein de la Confédération depuis 7 ans, et je le dis tout le temps, il faut s'exprimer sur des sujets sociétaux. Nous sommes des acteurs économiques, nous travaillons pour le développement économique de ce pays en créant de l'emploi, en investissant, nous prenons des risques, mais nous devons aussi prendre des risques lorsqu'on parle de sujets sociétaux, parce que c'est là que notre pays... D'ailleurs, Salah Desmazoual s'est exprimé sur les libertés individuelles et sur ces questions de l'égalité pour l'avortement, en se montrant très libéral, en disant qu'il était favorable effectivement à dépénaliser. J'ai vu ça. Il y a un mois, tout à fait. Il a fait une grande interview et il s'est prononcé sur ça et sur beaucoup d'autres sujets. Bon, vous savez, c'est un homme qui a un parcours au sein de la fonction publique, qui a occupé des grandes responsabilités et qui a été aussi chef d'un parti politique. Donc, il est conscient de l'importance de toutes ces questions-là. Et l'importance de toutes ces questions-là aussi, est-ce qu'elles ont un impact sur la dimension culturelle à la veille de ces premières assises des industries culturelles et créatives, quand on veut reconstruire en tout cas, ou donner plus de latitude au développement de la culture dans notre pays, dans tous ces États, au sens large, est-ce qu'on se dit aussi, le préalable aussi, c'est de pouvoir régler ça, ces questions sociétales qui parfois divisent, fracturent un peu notre société. Voilà, est-ce que c'est important, est-ce que c'est un peu le terreau aussi de cette construction d'un modèle culturel qui se veut dynamique et créateur de richesse? Écoutez, la culture... c'est incontestablement ce qui fait évoluer les mentalités. Nous sommes dans un système d'éducation nationale qui est en débat permanent, qui traverse la société au quotidien, qui n'a pas donné satisfaction et qui nous a fait accuser beaucoup de retard. Donc, la culture, elle est ce qui va nous permettre
de rattraper une grande partie de ce retard, et sur plusieurs plans. D'abord, en apportant des outils à notre jeunesse pour s'émanciper, pour s'ouvrir sur différents univers, pour avoir une meilleure compréhension du monde et de la beauté du monde. Parce que vous savez, c'est quand même extrêmement difficile de vivre à une époque où on reçoit beaucoup d'informations, beaucoup. Vous savez, moi j'ai discuté avec des étudiants et avec tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux, sur Internet, tous ces algorithmes, ils cherchent même pas l'information qu'elle vient à eux. Et est-ce que c'est nécessairement la bonne? Alors ils se retrouvent dans un schéma de construction qui n'est pas nécessairement un schéma qu'ils ont choisi. Et donc aujourd'hui, nous devons travailler et œuvrer à développer des programmes culturels et une vision culturelle qui apporte à nos jeunes et à nos citoyens la possibilité de s'ouvrir sur des modes d'expression. En intervenant dans les écoles? Dans les écoles, dans les espaces dans publics, les quartiers, dans les centres culturels, partout, partout. Donc évidemment, c'est un travail de très longue haleine. Et aujourd'hui, nous sommes à une étape où nous avons compris que pendant 20 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur la scène culturelle, mais nous devons passer un palier supérieur. C'est-à-dire structurer ça? C'est de structurer ça et de faire en sorte que cette culture soit à la fois une source d'émancipation pour nos citoyens, pour nos jeunes, pour nos territoires, et puis un levier de développement. Et quand on parle de développement, on parle de développement économique et social. Aujourd'hui, quand on parle du nouveau modèle de développement, beaucoup de gens disent c'est le nouveau modèle de développement économique. Non, ce n'est pas le nouveau modèle de développement, c'est le nouveau modèle de développement. Parce que quand on parle de développement, on prend en considération toutes ces questions-là, qui sont essentielles, et la culture doit prendre sa place et justement, cette vision. Dans cette vision, est-ce que vous avez dit effectivement depuis 20 ans, on a eu floraison d'activités culturelles, de produits culturels, de contenus culturels marocains, hein, venus d'ailleurs, mais aussi marocains. Vous dites maintenant, l'heure est venue de structurer. Et donc ces assises aussi, ces premières assises des industries culturelles et créatives, c'est aussi pour se poser un petit peu, je pense, de faire une espèce d'audit, une évaluation, pour imaginer un plan d'action. Je crois savoir que c'est un petit peu ça, non? Alors, le but de ces assises, c'est de susciter une nouvelle dynamique. C'est de fédérer et de travailler sur la manière d'envisager une économie de la culture. Parce que, on le sait, le secteur de la culture est le secteur le moins bien doté au Maroc. D'un point de vue budgétaire. D'un point de vue budgétaire. En même temps, nous avons une effervescence de la scène culturelle. Il y a une vraie effervescence de la scène culturelle. Alors pendant 20 ans, on a découvert une émergence de talents dans tous les secteurs, mais aujourd'hui, il faut encourager ça. Si on veut que cette dynamique, elle continue, il faut aller plus loin. Parce qu'il y a une génération militante qui elle-même s'est nourrie d'une génération dans les années 70-80 qui véritablement nous a donné un très bel héritage. Et notre génération s'est nourrie mais c'est une génération qui a souffert. C'est une génération qui a travaillé à la force du poignet et qui nous a donné un très bel héritage dont nous sommes fiers. Il y a des figures de cette époque-là et qui nourrissent et qui inspirent tout ce qui est venu au long de ces 20 dernières années. Mais aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin si on veut que cette dynamique, elle continue. Parce que... Mais quand vous dites aller plus loin, c'est quoi? C'est encadrer, aiguiller, structurer, se dire, attendez, on va faire un audit financier. Est-ce que c'est ça, en fait? C'est faire un audit financier de tout ce qui se fait jusqu'à présent et se dire, voilà, comment on pourrait faire pour remodeler, en fait, le modèle et assurer un véritable développement industriel à l'existant. Est-ce que c'est ça, en fait, la logique? C'est déjà d'élaborer nos recommandations et de faire la remontée de nos attentes, de poser des problèmes et des solutions. Parce que les artistes ont besoin d'un cadre professionnel pour évoluer. Ils ont besoin d'un écosystème. Chacun son métier. Aujourd'hui, au Maroc, on veut créer de l'emploi. On a besoin d'offrir de l'emploi à des jeunes qui viennent par centaines de milliers chaque année sur le marché de l'emploi. On sature. Et on a besoin d'innover. On a besoin de nouvelles perspectives. On a besoin de susciter de nouvelles vocations. Et il y a des métiers qui n'existent pas. Il faut de la formation. Il faut
du dialogue déjà pour pouvoir se comprendre sur ces questions-là. Parce que la culture, on le sait, elle a un levier de développement pour les territoires. On le sait, on l'a vécu. Il y a des exemples qui sont partout dans le monde. C'est pour ça que, par exemple, on invite le maire de Malaga qui va venir parler de sa ville, comment il a transformé sa ville. On a une image de Malaga comme étant une ville de passage, une ville de transit. Et en réalité, cette ville, en 15 ans, elle s'est transformée. On l'appelle la ville des musées. Elle a 37 musées aujourd'hui. C'est devenu une vraie destination culturelle. Nous le vivons au Maroc avec Essaouira. Je l'ai vécu personnellement depuis 22 ans. La transformation d'une ville. La transformation d'une ville, beaucoup de gens étaient sceptiques. Vous savez, il y avait un scepticisme et il faut rompre avec ce scepticisme. Aujourd'hui, on parle de créer de la confiance. Il faut que les acteurs du secteur se fédèrent et débattent avec les pouvoirs publics, débattent avec le législateur, débattent avec les élus, débattent avec les partis politiques pour arriver ensemble à construire quelque chose qui ait du sens et une vision. Parce qu'on parle de l'économie de la culture. Oui, mais vous savez, oui. Oui, et toutes les parties prenantes sont sur la même ligne aujourd'hui. Bah, bien sûr que C'est-à-dire non. pouvoir public. Non, mais le secteur privé, en tout cas, vous représentez aussi le patronat, donc le secteur privé, tous les différents artistes, parce que je me souviens qu'il y avait un rapport de mémoire, je crois, du Conseil économique et social. En 2016. 2016, voilà, qui avait beaucoup insisté en termes de recommandations sur le fait de favoriser la migration de ceux qui sont dans l'informel. Toute la déperdition de revenus, écoutez, il y a sur les droits d'auteur. Les recommandations du Conseil économique et social, elles sont claires. C'est d'abord une stratégie nationale. C'est une fiscalité adaptée. Nous avons bataillé sur la question fiscale et nous avons été pris en compte lors des dernières assises de la fiscalité en mai. Et donc, nous sommes inscrits dans les recommandations du ministère des Finances et de la DGI pour que le secteur de la culture soit pris en compte sur le plan fiscal dans la prochaine loi cadre. Pris en compte comment on est déjà sur des grands principes. D'accord. Vous savez, ça a été une bataille parce que la question sectorielle, elle n'était pas du tout... les assises ne traitaient pas les choses de cette manière-là. Mais aujourd'hui, il fallait amener et convaincre sur le fait qu'il y a la nécessité d'une fiscalité adaptée. Ça se fera peut-être pas demain, mais c'est déjà inscrit. C'est dans les tuyaux. Et si vous permettez, nous, notre fédération, que je salue, qui est composée d'un bureau de 13 personnes qui travaillent d'arrache-pied, nous sommes des bénévoles, il ne faut pas oublier de le rappeler, nous sommes une conviction et avec beaucoup de sincérité et avec beaucoup de logique. Vous avez parlé du rapport du Conseil économique et social de 2016 sur l'économie de la culture. Parmi ces recommandations, il y a, comme je l'ai dit, la stratégie nationale, la fiscalité, les outils législatifs, une législation à revoir. Et c'est vrai, on pourra en parler, une législation à revoir. Il y a aussi les questions de l'informel, la question des droits d'auteur. Donc, évidemment, nous nous sommes appuyés sur toutes ces recommandations. Il y a une logique. Vous savez, quand on met en place des institutions et qu'on déploie les budgets qu'on déploie et les énergies qu'on déploie et les expertises qu'on déploie pour faire des recommandations, elles sont peut-être pas bonnes à 100%, mais il faut les prendre en considération, et il faut les relayer, et il faut construire aussi ensemble, parce que c'est comme ça qu'on crée une logique avec ce qui construit notre schéma institutionnel. Mais en même temps, je veux dire, il ne faut pas trop tarder dans la mise en application et l'opérationnalité de ces écoutez, recommandations, même si elle a une ou deux, c'est comme une ou deux priorités. L'opérationnalité, c'est l'exécutif. Donc, nous invitons l'exécutif à venir prendre la parole dans ces assises et débattre. Ils seront présents d'ailleurs. Et débattre. Ah ben, ils ont tous confirmé et j'espère qu'ils seront là. Pourquoi ? Parce que vous savez, comme me l'a dit un de vos confrères hier, l'ère du remaniement. La conjoncture est ce qu'elle est. Alors, le remaniement, quand, quel jour, qui, quoi, on ne sait pas. En tout cas, nous avons fait le choix de maintenir cette manifestation. Nous avons fait ce choix avec le ministre de la culture, et de la communication, parce que, vous savez, il faut construire, il faut travailler. Nous croyons dans la valeur du travail et les politiques, c'est eux qui donnent les orientations, mais ils savent qu'ils sont là pour une période, ils viennent, ils partent. Mais vous savez, Rachid, si on arrête, on se dit, il va y avoir un remaniement. On va attendre le remaniement, le temps que ces ministres occupent leur place. On est en 2021. Et on est en 2021, il y a une élection. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait rien. On attend. On ne peut plus attendre. On peut plus attendre. Parce que déjà le fait de se fédérer, de se réunir et de développer ensemble des idées, de poser nos problématiques, de formuler des recommandations, c'est déjà un pas énorme. Parce que j'ai vu dans ces assises qui démarrent vendredi,
Vendredi, ouais. C'est sur 2 jours, c'est vendredi et samedi à Rabat, c'est ça? Oui, et puis le programme est sur le site web Ouais, j'ai vu qu'il y a différents panels, art, culture dans l'éducation. Plusieurs panels, oui. Voilà, héritage culturel, soutien à la diversité culturelle. J'ai vu qu'il y a Elisabeth Guigou, d'ailleurs, en tant que présidente de la Fondation Annaline, qui sera également là. Et il y a beaucoup de responsables, beaucoup de hauts responsables. Et j'ai envie de dire, pas énormément d'artistes. Est-ce que c'est si ça obéit à une... Alors, il y a un équilibre. Allez-y, oui. Il y a un équilibre dans les panels. Vous savez, il y a eu un travail très profond qui a été mené entre les deux parties et des choix. Il faut expliquer une chose qui doit être très claire. Ce sont les assises des industries culturelles et créatives. Donc, lorsqu'on parle d'industrie, des fois le mot peut fâcher chez certaines sensibilités. Parce qu'on peut penser qu'on va développer du business. Mais oui, mais il faut faire développer du business. Ils vont se faire du fric sur le dos des artistes. Parce que, c'est ce qu'on dit certains sur les réseaux sociaux. Hein? Oui. Bien sûr, on va tout entendre. Ouais. Vous savez, moi j'ai entendu ça il y a 20 ans sur le business des Gnawa, et aujourd'hui, voilà, un festival qui galère quand même au bout de 22 ans et qui se tient à la force du poignet, et des Gnawa qu'on essaye d'inscrire au patrimoine mondial de l'humanité. Donc, vous savez, l'opinion, elle est traversée par tout type de courant et de points de vue. Et surtout quand on travaille et qu'on essaye de susciter quelque chose, évidemment qu'on va subir des critiques. Pourquoi le patronat s'empare du dossier de la culture? Parce que nous avons une haute estime, une haute image de ce que doit être le secteur de la culture. Vous savez, j'imagine que vous avez lu comme tout le monde cet article de la Tribune en France qui parle du poids de l'industrie culturelle. Comparé à l'industrie automobile. Ouais. Qui est beaucoup plus important que le poids de l'industrie automobile en France, qui est pourtant un pays qui a une importante industrie automobile. Et l'industrie de la culture est plus importante que l'industrie automobile, même l'industrie du luxe, alors que la France est le pays du luxe. Et vous savez, cet article, il tourne depuis plus de 4 ans, parce que les chiffres ont leur importance. Les chiffres parlent. Aujourd'hui, les artistes, ils ne veulent plus être dans la galère. Les artistes veulent pouvoir travailler dans un cadre digne, structuré, organisé. Et c'est tout ce qui anime cette fédération. Parce que nous sommes convaincus, à la CGEM, que, et si vous le permettez, oui, je vais préciser que cette fédération, elle a été créée il y a 2 ans, donc sous le mandat de Madame Ben Salah, parce qu'elle-même est convaincue qu'il y a une économie de la culture et qu'il y a une nécessité de structurer ce secteur, et Monsieur Mézoir l'encourage aujourd'hui parce qu'il en est convaincu aussi. Donc il faut savoir que convaincre tout le monde, c'est pas évident, mais ce qui est nécessaire, c'est de travailler et de mettre le pied à l'étrier et d'avancer et de faire un premier pas et un deuxième pas. Enclencher avec ces assises des industries culturelles et créatives, c'est déjà d'enclencher une dynamique. Oui, parce que tous les artistes veulent travailler dans un cadre plus structuré, plus organisé, mais aussi faut-il, et je vous demande de me laisser finir, aussi faut-il que nous sachions exprimer nos besoins. Et les besoins, il faut les faire remonter. D'abord, il y a la problématique budgétaire. Tout le monde dit qu'on manque de budget. Oui, on manque de budget. Incontestablement, c'est un ministère qui a besoin de plus de budget. Mais les gens doivent savoir aussi que les budgets existants ne sont pas tous consommés. Pourquoi? Il faut se poser la question. Vous avez déjà posé la question au ministre de tutelle? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Bien sûr. On n'a pas tout consommé parce que les projets ne sont... C'est un peu comme le banquier. Vous savez, le banquier, très souvent, il vous dit, moi, je suis prêt à distribuer des crédits, à financer l'économie, si les projets sont bankable. Oui. Si les projets sont pensés, réfléchis et qui ont du sens. Est-ce que c'est le cas au niveau de la culture? Bien sûr. Il y a toujours un problème de communication. Moi, je mets toujours ça, je suis une femme de com, je dirige un groupe de communication et je suis profondément convaincue que une des choses qui nous fait perdre beaucoup de temps, Maroc, c'est le problème de communication. Il y a des outils, il y a des choses existantes et on n'arrive pas à en utiliser le plein potentiel. Donc, il y a ça d'un côté. Il y a de l'autre côté le fait qu'il y a des vocations à susciter, il y a des métiers à développer, mais il faut qu'on soit capable, que les filières soient capables de faire remonter les besoins. L'OFPT, l'ANAPEC ont beaucoup de moyens pour créer des filières et répondre à ces offres. Mais le secteur doit être capable d'exprimer ses besoins.
Et donc, alors aujourd'hui, on a besoin de former des curateurs, on a besoin de former des techniciens dans les métiers de la musique, on a besoin de former des attachés de presse. Il y a tellement d'idées à avoir, il y a tellement de choses. Mais il faut les coucher noir sur blanc et être capable de les exprimer. Peut-être que ce ne sera pas exhaustif, peut-être que ce ne sera pas parfait, mais il faut démarrer quelque part. Il faut démarrer quelque part. Et il faut aussi que nos décideurs écoutent ce que nous vivons de manière officielle, institutionnelle et affichée. Et il faut que nous écoutions nos institutionnels pour comprendre comment les choses s'organisent. Vous savez, est-ce que, je vais vous donner un exemple. Il y a une part du budget qui est dans le budget de l'État. Il y a une part du budget qui est dans les collectivités locales. Tout ça, il faut l'expliquer. Mais il faut l'expliquer de manière simple, claire, et que tout le monde connaisse les règles du jeu, et qu'on puisse travailler et construire à partir de ces mécanismes-là. En clair, vous parlez de... Il y a le partenariat public-privé, qui est une part de solution pour répondre aux problèmes de nos infrastructures qui sont là, qui sont existantes, mais qui ne sont pas efficaces, qui ne répondent pas aux attentes et aux objectifs et aux attentes des gens. On a des théâtres, on a des petits théâtres, on ne parlera pas des grands, on a des petits théâtres qui sont là et qui ne tournent pas suffisamment bien. On a des salles de cinéma qui ferment et d'autres qui ouvrent aussi. Oui, bref, ça aussi, il y a toutes ces les 300 salles de cinéma qui sont devenues aussi par rapport à quelques dizaines aujourd'hui. J'ai bien compris les premières assises des industries culturelles et créatives. Donc c'est un peu pour fixer le cap, pour enclencher une nouvelle dynamique au niveau du secteur culturel, professionnaliser aussi les métiers, faire en sorte aussi de faire migrer un maximum d'artistes qui sont dans l'informel au niveau du formel. C'est ce qu'avait une des recommandations d'ailleurs du CESE en 2016. Mais le défi du numérique aujourd'hui, quand je vois par exemple qu'on arrive à formaliser une maison et son intérieur en image 3D en une journée, est-ce qu'au niveau de la culture, est-ce qu'au niveau de toute la professionnalisation des chaînes de valeur de la culture et de l'industrialisation, est-ce qu'il y a une réflexion aussi intégrée là, dans ce sens avec le numérique qui est omniprésent dans nos vies? Bien sûr, la question du digital, elle est transversale. Mais vous savez, même la culture, elle est transversale. Donc c'est pour ça que ce sont des sujets extrêmement importants qu'on a tendance à traiter un petit peu en dernier, alors que c'est au cœur de tout. Ça doit être même traité de manière prioritaire peut-être. Oui. Aujourd'hui, tout ce qui est la culture, tout ce qui est le digital, tout ce qui est l'innovation, tout ce qui est innovation sociale, c'est ce qui va faire passer à notre pays un cap. De toutes les façons, nous sommes dans une période où nous devons innover. Sa Majesté nous invite à revoir notre modèle de développement et nous devons innover parce que nous n'arrivons pas à aller plus loin. On plafonne, il faut qu'on aille plus loin. Donc aujourd'hui, la question du digital, elle sera traitée dans nos assises sur le panel qui concerne quel marché pour les arts au Maroc aujourd'hui. Vous savez, on a une période où c'était le tout gratuit. Tout peut pas être gratuit. On a deux problèmes. On a soit tout gratuit, soit la culture de l'invitation. Il faut en finir avec ça. Si on veut construire une économie de la culture, du juste milieu. Il faut être capable de construire une offre qui permette à un artiste de vivre dignement, à être entouré d'un écosystème où chaque métier a sa place, où chaque métier est rémunéré dignement. Et comme ça, on crée de l'emploi. Comme ça, on crée tellement de choses. Mais il faut organiser tout cela. Et il faut se battre. C'est pas facile, mais il faut se battre. Alors, l'artiste, vous savez, l'artiste, il est artiste. Moi, je parle, par exemple, en mon nom personnel. Je suis présidente déléguée de l'association Yerma Gnawa pour la sauvegarde du patrimoine gnawi. Je suis une présidente déléguée. Les Gnawa m'ont délégué cette responsabilité parce qu'ils m'ont dit, bon, qui c'est qui va aller se battre sur tous ces sujets? Qui c'est qui va aller se battre à l'UNESCO? Qui c'est qui va aller se battre au ministère de la Culture? Qui c'est qui va aller se battre avec les conseils de région, de ville? Donc il y a des gens qui ont envie de faire ces choses-là, il y a des gens qui militent pour ces choses-là, et les artistes sont des artistes. Non, il faut qu'il reste artiste. Il faut qu'il reste artiste. Il faut pas qu'il soit là à subir d'être le manager, l'attaché de presse, le technicien. C'est pas possible. À un moment donné, ça tue l'inspiration parce que même vous vous confrontez à une réalité qui est trop difficile. Et puis. Juste en guise de conclusion, est-ce que pour vous, Naïla Tazi, juste une fois de plus, à la veille de ces premières assises des industries culturelles et créatives, est-ce que le développement de la culture et son industrialisation est entièrement dépendant de l'aspect financier ?
Elle par rapport à ce est que dépendante de beaucoup d'aspects. Est-ce que Elle est l'aspect financier elle est aujourd'hui, dépendante du plus cadre d'argent législatif. permettra de développer la culture Oui, ou mieux pour d'argent? répondre clairement à la question, Oui. oui, parce que il faut des moyens. Vous savez, un producteur, c'est un investisseur. Il faut le traiter à sa juste mesure. On a besoin aussi de trouver des modalités de financement. Comme vous avez parlé d'être bankable, ben oui. Il y a un faut travail tout qui le va monde- être fait pour il faut que tout le monde prenne des risques. l'accès au Vous savez, financement. Rachid, Oui. quand on parle du projet de société dans lequel on veut vivre, quand on se projette dans ce qu'on veut voir pour l'avenir de notre pays, chaque chose a son importance. Chaque chose a son importance. Et quand on est sur un projet culturel, il faut qu'on soit capable d'évaluer la qualité et le potentiel de ce projet en discutant d'égal à égal avec un financier, et qu'on ne peut pas être toujours dans la situation de tendre la main. Et que la personne qui vous finance, il ne faut pas qu'elle vous donne le sentiment qu'elle vous tend la main, et vous ne devez pas avoir le sentiment. Parce que chaque projet œuvre à construire le projet de société auquel nous aspirons, c'est-à-dire une société qui se développe, un pays stable, un pays qui s'émancipe et un pays qui aborde l'avenir avec confiance. Et ça ne peut pas se faire qu'avec une vision politique, qu'avec une vision économique. Voilà. Toutes les dimensions ont leur importance. Et c'est ce que la culture, faire converger. Oui. Croyez-moi que la culture, elle est transversale, parce que elle permet de travailler à l'évolution des populations, elle permet de travailler à créer du lien social, elle permet, vous savez, on parle de mixité, on parle de vivre ensemble, ça démarre chez nous dans nos propres pays, qu'il n'y ait pas cette capacité à se sentir égaux face à la beauté, face à l'art, et c'est ce qui nous fédère, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui nous unit. Alors, on va passer toute notre vie à vivre avec des cloisons entre riches, moins riches, entre puissants, moins puissants, entre décideurs, pas décideurs. Non, l'art et la culture, c'est ce qui nous permet d'être tous ensemble. Et cette notion, elle est fondamentale si on veut tous se sentir dignes et avoir une digne place dans cette société. Donc, clairement, on a la capacité de dialoguer, c'est ce qui nous permet de nous retrouver et de dialoguer. Donc on a tous intérêt en fait à ce que ce décollage culturel et l'émergence de la culture via les assises, ces premières assises. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, oui. Notre pays mène des combats et des débats de fond sur des sujets sociétaux comme ceux qu'on a abordés en ouverture de notre émission. On est observé, le monde nous observe. Il y a des, vous savez, la presse internationale, elle évoque tous ces sujets, mais elle évoque aussi les choses très positives que nous faisons, et nos artistes nous font rayonner dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On considère que ça n'a pas son importance. Lorsque vous avez un Hassan Hajjaj qui expose à la Maison européenne de la photographie et que vous avez des pleines pages sur lui dans tous les plus grands médias, vous ne trouvez pas que ça a son importance? Ça fait partie de ce soft power qui fait rayonner ce pays. La culture, c'est ce qui fait, c'est à la limite même ce qui nous permet de recréer du lien là où il y a des ruptures, là où il y a des difficultés, là où il y a des incompréhensions. C'est pour ça que je me dis que dans la séquence que l'on vit aujourd'hui, nous avons tous intérêt, effectivement, à ce que le pays retrouve une véritable dynamique culturelle qui soit fédératrice et qui rassemble. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça que nous nous battons. Mais pour pouvoir aller vers cet objectif, il faut se professionnaliser, il faut structurer, il faut travailler son discours, il faut convaincre, et puis il faut en finir avec le scepticisme. Parce qu'avec le scepticisme, on fera rien. Il faut mettre du cœur à l'ouvrage et il faut y aller. Go, en tout cas, c'est vendredi. Vendredi à 9h à Rabat. 9h du matin à Rabat avec des personnalités politiques et publiques de hauts responsables qui sont attendus. Écoutez, ils sont attendus, mais bon, il y a beaucoup de monde qui est attendu. Il y a beaucoup d'acteurs, des distributeurs, des exploitants de salles, des producteurs, tous ceux qui font les industries de la culture et qui se battent pour ces métiers. Et puis, nous sommes très honorés que cet événement, qui est une première, soit placé sous le haut patronage de Sa Majesté. C'est dire que Sa Majesté continue toujours de manifester l'attachement et l'importance qu'il accorde à la culture. Merci en tout cas à vous, Naïla Tazi, bonne chance pour ces premières assises des industries culturelles et créatives pour un vrai départ de la culture, de l'industrialisation. Parce que comme c'est l'industrialisation, vous savez, on a besoin de structurer une offre
et non pas une demande, et de pouvoir exporter du contenu aussi marocain. Ça permettra aussi de rééquilibrer la balance commerciale. Quand il y qui est aura une déficitaire offre, depuis 15 ans. quand il y aura une offre, on construira le marché. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Vous avez fait référence à l'industrie française culturelle. C'est comme ça qu'ils ont procédé avec un vrai partenariat pouvoir public. Exactement. Et Et pour ça, il faut un vrai PPP Ouais. et s'inscrire dans une dynamique et voir où tout ça, ça va nous mener. Et puis d'avancer d'étape en étape. Merci en tout cas à vous. Merci, Bonne chance Rachid. à vous. Merci. Et je vous souhaite une belle journée. Merci.